Le souvenir le plus lointain que j'ai de mon intérêt pour la Chine, c'est une projection d'un film. J'avais 9 ans et a été projeté à l'école un film qui s'appelle Le Cerf-Volant du bout du monde. C'est un film qui date de 1958 et qui raconte l'histoire absolument merveilleuse d'un groupe d'enfants parisiens qui est transporté dans la Chine de 1958, à Pékin, au cœur de Pékin, à la poursuite d'un cerf-volant. Et je ne sais pourquoi, mais ça m'a fasciné, ça m'a donné la certitude que j'irai en Chine un jour. L'incontro con Marco Polo è stato grazie allo studio della storia religiosa di Venezia. Io stavo studiando un ordine religioso di questa città e improvvisamente in un documento del 1323 ho trovato il nome di Marco Polo. E quindi da quel momento in poi è stata una ricerca sempre più in profondità finché sono emersi altri documenti inediti su Marco e sulla sua famiglia. Marco Polo partì da qui, nel 1271, insieme al padre e allo zio per andare in Asia e in Cina specificamente. Lì Marco voleva imparare a conoscere un nuovo mondo fatto di una cultura diversa e di ricchezze impensabili per un veneziano del Medioevo. E quindi loro partono senza sapere cosa troveranno, ma per fortuna loro troveranno ricchezze, fortuna e conoscenze inimmaginabili che poi porteranno qui nella laguna. My name is Yitz Kanik. I'm a chocolatier. I started when I was 18, and I mainly became a chocolatier because I like to work with a lot of flavors, and it's very fun to put a lot of flavor in something very small. People are always happy when they eat chocolates. They will never complain, and it gives you a lot of value to the job you're doing. Yeah, so China is the first big travel I once did. When I went to the expo in Shanghai, it was my first travel to a far country, a first experience being in a different culture. So for me, it was, as a young chocolatier, was a very unique experience. So I traveled many times again to China, mainly to teach people how to work with chocolates. Combining the culture of China and Belgium, I think it's one of the best things you can do. Finding ingredients from them like soy sauce, using sesame seeds, finding different fruits, the dragon fruits. And then for me, I think the nicest thing is the tea. I like to work with the Chinese black tea, not all the time because it's very unique. It's the fermentation they do with the tea and the aging, it gives a very different flavor than you find in Indian or Japanese tea. It gives a very round, full flavor, an earthy flavor. Those are the things that I like about the Chinese ingredients, that it's unique. J'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art après mon baccalauréat. Et puis en même temps, je suivais les cours de l'école du Louvre à Paris et j'ai passé le concours des conservateurs. J'ai quitté le Louvre en 2010 pour Versailles et je suis restée jusqu'à la fin de l'année 2024. Quand j'étais petite fille, j'avais une chère grand-mère qui avait beaucoup d'assiettes en porcelaine de Chine et des vases aussi en porcelaine de Chine. Donc j'ai toujours été intriguée et intéressée par cette matière. Et je me suis prise d'affection pour ces objets. Donc j'ai quelques objets qui viennent de cette grand-mère. Et j'ai continué, moi, à acheter des porcelaines de Chine. Alors, c'est ce qu'on appelle des imari chinois. Donc c'est des motifs que j'aime beaucoup. C'est une gamme de couleurs très particulière. Il y a du bleu, du corail, un peu de jaune quelquefois et de l'or. Je m'appelle Nicolas Godelet, je suis architecte et ingénieur.
Mon nom chinois est Ge Jian, donc Bitran de Ge, Jianzhu de Jian. J'ai fait un premier voyage en Chine à l'âge de 20 ans pour connaître le parcours des routes de la soie et traverser toute la Chine d'est en ouest. Et j'y suis resté finalement 20 ans. Ça m'a donné l'occasion d'apprendre le chinois et de poursuivre mes études en chinois et en écritures orientales pendant 6 ans. J'ai eu la chance de travailler sur des projets très intéressants, que ce soit l'Opéra de Pékin, les projets des Jeux Olympiques, la préservation de villes anciennes et du patrimoine chinois. Et ça m'a permis de pratiquer mon métier de plein de façons différentes. Première fois que je suis parti en Chine, c'était en 1987, parce que j'attendais que le pays s'ouvre aux voyageurs individuels. C'était une découverte de 4000 ans d'histoire et il y avait encore beaucoup de gens en costume Mao. Les villes étaient totalement différentes. On pouvait traverser Pékin à vélo. J'allais du nord au sud de la ville sur mon petit vélo. Parmi des milliers d'autres Pékinois, c'était vraiment charmant. Dès mon premier voyage, j'ai eu envie de faire une histoire qui se passe en Chine. Ma première envie, c'était de mettre des choses vécues et vues là-bas pour enrichir le propos et lui donner une certaine forme d'authenticité. Je crois beaucoup à l'échange des cultures. Et donc je n'essaie pas de dessiner comme un artiste chinois, mais simplement d'aller prendre des choses inhabituelles en Europe pour arriver à quelque chose de personnel. Le Hailong Tun est sorti en Chine en 2019. C'est un livre tout à fait unique pour moi, c'est-à-dire que c'est la proposition d'un éditeur chinois pour publier un livre directement pour le marché chinois. Le projet tournait autour de la forteresse de Hailong Tun, qui est dans la province du Guizhou. Et donc la province avait envie d'en faire la promotion avec plusieurs livres, dont une bande dessinée, qu'il voulait dessiner par un Européen. Nel 1295, quando Polo e Marco tornano a Venezia, decidono di comprare un grande palazzo per tutta la famiglia e lo comprano qui, in una zona vicino a Rialto, dove potevano commerciare tutti i prodotti come spezie, sete e perle presi dalla Cina. In questo piccolo arco ci sono già delle tracce dell'Oriente, soprattutto animali come questi, che venivano soprattutto disegnati nelle stoffe dell'Iran e dell'Asia centrale, quindi anche qua c'è una traccia del viaggio in Asia di Marco Polo. La ricerca in archivio è fondamentale per tutti coloro che si occupano di storia. In particolare a Venezia sono conservati migliaia e migliaia di documenti sulla storia di questa città e quindi chiunque si voglia avvicinare alla storia di Marco Polo a Venezia ma anche Marco Polo in Cina deve venire qui in archivio e studiare gli antichi documenti. Marco Polo è certamente il veneziano più famoso che è andato in Cina perché c'è stato per moltissimi anni e ha scritto un libro raccontando la sua permanenza in Asia. C'erano però altri mercanti veneziani che erano stati in Cina, ad esempio qui abbiamo un documento del 1371 di un mercante che aveva nella propria casa 2 tessuti cinesi, infatti si dice de Cataio, cioè dalla Cina. It's the year of the snake, so we make a bar with the snake figurine. So we have a traditional caramel that we use in a lot of our products. I'm gonna add some soy sauce to it to have like the typical way of giving saltness in the Chinese cuisine. And then on top, I'm gonna put a praline made with caramelized sesame seeds. Again, something that is used a lot in the Chinese cuisine.
Inside, we have a caramel with soy sauce to make the saltiness, the way they do it in China. And then underneath we have a praline with sesame seeds and to bring also the flavor of China in that way as well. So round, full flavors, and nice Belgian chocolate. Quand on commence à travailler sur l'histoire de la porcelaine et de la technique de porcelaine, évidemment, on s'intéresse à la Chine. Et je me suis aperçue qu'il y avait au XVIIIe siècle, dans les maisons des grands amateurs français, parisiens ou provinciaux, il y avait énormément de choses qui venaient de Chine. Et j'ai vu qu'à Versailles, il y avait, notamment dans les appartements intérieurs de la famille royale, il y avait des papiers peints, il y avait des étoffes chinoises, il y avait plein de porcelaine de Chine. Et je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, il faut faire une exposition. Cet ensemble a appartenu à Madame Adélaïde, qui était une fille de Louis XV et qui achetait beaucoup de porcelaine de Sèvres. Et elle a acheté plusieurs objets avec des décors chinois. Et alors ici, c'est ce qu'on appelle un cabaret ou un déjeuner, c'est-à-dire c'est un plateau avec une ou plusieurs tasses. Là, il y en a qu'une, petite théière, un pot à lait. Donc vous avez des scènes chinoises sur le plateau et aussi sur chacun des objets. Souvent, c'est peint d'après des sources chinoises. Donc, ce n'est pas une Chine complètement irréaliste. Hein. Il y a souvent des choses qui sont réellement existantes. Le site de Shokang est un site vraiment exceptionnel à Pékin et je m'y suis intéressé à partir de 2010. On a été donc mandaté pour faire la rénovation globale du site nord qui comprenait les hauts fourneaux, les silos et c'est devenu un site exemplaire de rénovation industrielle pour la Chine qui a fait que le comité olympique des Jeux d'hiver s'est installé sur le site. Il nous semblait important de ramener un sport tout nouveau, donc un nouveau sport qui s'appelait le Big Air, qui est pratiqué essentiellement par des jeunes snowboarders. Et moi, il me semblait que c'était important de ne pas mettre le Big Air dans les montagnes, mais au centre-ville, pour que les jeunes puissent pratiquer le sport pour 5 yuan. La piste plonge dans un lac qu'on a évidé en partie pour cacher les gradins sous le niveau de l'eau. Ce qui veut dire que l'intégrité paysagère du site a été conservée. Alors à l'époque, on avait été contacté par Shokang parce que nous avions gagné le nouveau pont de Shokang. C'est le pont qui rentre dans Pékin, qui en fait sa porte ouest et qui prolonge l'avenue Chang'an, arrivant à Tiananmen. C'est un pont assez particulier qui m'a demandé 9 ans de travail. Donc on a commencé à le dessiner en 2011. On a reçu des awards pour ce pont, à la fois pour la création structurelle, mais aussi le mode opératoire et le mode de surveillance de ce pont, puisque tout est surveillé de façon digitale. Avec ma femme, ma fille et mon chien, on a décidé de revendre notre maison en Belgique. On habitait en Belgique et d'arriver là-bas avec quelques bagages et de commencer une nouvelle vie. On a décidé d'habiter Shanghai, mais j'ai fait quelques allers-retours dans le Guizhou justement pour visiter les lieux, pour travailler avec 2 guides qui m'ont donné le maximum d'informations historiques, de la documentation, et à partir de ça, j'ai construit une histoire qui intégrait tous ces éléments historiques. C'est un vieux fantasme pour moi. Dès Rouge de Chine, j'avais eu envie de faire un livre parlant de la Chine et de le faire sur place, mais ça n'avait pas été possible. Et donc avec le Rai Langtun, ça a été concrétisé. Nous sommes restés 5 ans, j'ai fait ce livre-là, j'ai enchaîné avec un autre livre et ça a été une expérience absolument formidable. Devo dire che io ero molto emozionato la prima volta che sono andato in Cina e soprattutto arrivando in aereo ho pensato al viaggio che Marco Polo aveva fatto a piedi
lungo tutta l'Asia. Devo dire che lì l'accoglienza è stata meravigliosa. Ho trovato non solo un popolo molto accogliente, molto gentile, ma soprattutto degli studiosi molto bravi, molto capaci, che hanno arricchito la mia conoscenza di Marco Polo, perché ad esempio io, non parlando cinese, non avevo accesso a una serie di fonti letterarie, archeologiche cinesi, per cui dopo queste esperienze in Cina abbiamo un ritratto quasi a 360 gradi dell'esperienza di Marco, perché abbiamo una parte di studi di tradizione italiana, quindi filologica e documentaria, e una parte storica cinese che è fondamentale e che fortunatamente dall'anno scorso queste due conoscenze si sono unite. Yeah, chocolate is a perfect way to bring people together, bring cultures together. Here you can see the link between Belgium and China, and it's great. Donc j'ai proposé à Béatrix Saul, qui était directeur du château à ce moment-là, de faire une exposition qui pourrait être intitulée « La Chine à Versailles » et qui évoquerait à la fois les aspects diplomatiques et les aspects culturels qui reliaient nos deux pays. Il y a eu un rapprochement extraordinaire qui n'est plus connu aujourd'hui. Cette fascination de la France pour la Chine, aujourd'hui on ne la connaît plus tellement, on ne sait plus. Donc les œuvres sont des témoignages encore vivants, je dirais, de ces relations très particulières. Et c'est pour ça que c'est si important. Ce tableau pour moi est très important parce qu'il montre des traits de caractère de Louis XIV qu'on a comparés aux traits de caractère de l'empereur Kangxi qui était son contemporain. En dessous de l'effigie de Louis XIV, vous avez à la fois des instruments scientifiques et des objets qui évoquent les arts. Donc les arts et les sciences sont présents dans ce tableau. Alors par exemple pour les arts, vous avez des instruments de musique, une viole de gambe, un violon, une guitare. Louis XIV jouait de la guitare. Sur le côté droit, vous avez une sphère céleste qui montre le goût du roi pour l'astronomie. Il y a aussi un plan d'architecture, c'est le plan de la maison carrée de Nîmes, des instruments pour les architectes. Il y a un buste qui évoque la sculpture. Donc tout ça montre un roi protecteur des arts et des sciences. Et ce qui est très intéressant, c'est que Kangxi voulait aussi apparaître comme protecteur des arts et des sciences en son temps. Donc c'est un point commun entre les deux souverains. Pingao était pour moi l'emblème de la préservation patrimoniale à grande échelle, notamment dans le nord de la Chine. C'est la dernière ville fortifiée du nord de la Chine, mais ce que ça m'a le plus apporté, c'est la connaissance du monde rural chinois et de l'entraide, de la bonne coopération qu'on peut avoir dans un projet comme celui-là, qui reprend à peu près 800 ouvriers pour travailler sur toute cette ville. Et c'est en travaillant à Pingao que j'ai vraiment commencé à aimer la Chine. Dans cette photo, on me voit en 2008 en train d'allumer la flamme olympique des JO 2008 à Pingao. J'avais été invité pour allumer la flamme olympique de la ville, ce qui était un chouette honneur. Je suis entré à peu près dans chaque librairie de chaque ville que j'ai traversée pour acheter des bandes dessinées. Donc ça c'est par exemple un choix de bandes dessinées européennes ou même d'adaptations, ça c'est Star Wars, qui ont été faits, c'est Jean Gabin, Spirou, qui ont été faits là-bas. Mais évidemment le plus intéressant c'était la production de bandes dessinées, comme Le Roi des Singes, Le Pavillon Rouge, Au bord de l'eau, des choses comme ça, avec toujours des dessinateurs absolument formidables.
Aussitôt que j'ai eu fini le livre sur Hai Long Tun, j'ai été contacté par un autre éditeur chinois qui possédait les droits de nouvelles et d'un roman de Liu Cixin, le fameux auteur du Problème à trois corps, et qui voulait lancer une collection de ces adaptations-là. Et donc j'ai lu les nouvelles et j'ai pris la plus grosse nouvelle. En fait, c'est la taille d'un roman. Ça s'appelle Ball Lightning, le titre international, et le titre français est L'attraction de la foudre. Un des éléments les plus importants du livre, c'est le traitement de la foudre. Et donc, avec le coloriste, on est arrivé à ce rendu le plus efficace possible pour, comme ici, rendre la foudre énigmatique et agressive. Qui a Ca' Foscari c'è un gruppo molto compatto di studiosi di Marco Polo che si occupano soprattutto dello studio del testo di Marco Polo, perché il libro di Marco è stato scritto nella sua versione originale in francese, in un francese medievale, però poi è stato subito ritradotto in tante lingue dell'Europa medievale, tra cui il volgare italiano, il tedesco, poi anche l'inglese, il latino, e ognuna di queste versioni ha degli piccoli cambiamenti, per cui non si può studiare solo la versione originale, quelli in francese bisogna studiare tante versioni, quindi ci vogliono competenze diverse. E qui a Ca' Foscari c'è appunto questo gruppo di ricerca che, avendo competenze e background molto differenti, riesce ad avere la più ampia possibilità di conoscere al meglio il libro di Marco Polo. It's when the Chinese crew came here from Mr. Wright, the Chinese program, to do it over here to show how we had to make chocolates. The idea was just, okay, we come with our team and we use your production site because it's unique to show how to work with chocolate. And then they asked me and my team, you're gonna show them. And we were like, huh? Okay, we will do it. But for us, the strangest thing was that they first said, no, it will take maximum an hour. In the end, it was, I think, a day and a half it took almost. They were with 70, 80 people walking around here to do everything. We were like astonished, like, why do you need so many people? So for me and my team, it was a very unique experience. After the shooting of Mr. Wright here, we had, especially the 2 years after, really like Chinese people traveling to Antwerp and looking like, okay, we have to go to that shop, and they stood longer also in the shop, like, this is where it happened. So yeah, I think in one way or another, it gives us a bit of insight to that people from China would more easily come to the shop. Dix ans plus tard, eh bien, ça a été une expérience formidable. Nous avons pu organiser cette exposition à Pékin, à la Cité Interdite, avec la collaboration du Musée du Palais. Et le propos a été considérablement enrichi par des œuvres présentes à la Cité Interdite. Alors, dans ces œuvres, il y avait des œuvres chinoises, mais il y avait aussi certains des cadeaux diplomatiques des rois de France, qui pour certains n'avaient jamais été montrés. Donc il y a eu des découvertes, vraiment, et ça a été une très très belle expérience. Enfin, personnellement, moi j'en garde un très beau souvenir. Et là, on travaille sur un village chinois qui est intégré dans un parc en Belgique pour partager la culture chinoise et la culture des constructions. Et donc on recrée un bâtiment qui s'appelle un tulo, qui est un bâtiment construit en terre, circulaire, typique de la population Hakka
Pour cela et pour créer les différents bâtiments de ce village, on travaille vraiment avec des charpentiers chinois, menuisiers, charpentiers, pour reconstruire notamment aussi une pagode chinoise. Et on travaille toujours d'abord, bien sûr, à la main, avant d'utiliser la machine. Pour moi, c'est important d'avoir cette flexibilité, cette liberté d'expression que la main offre. La Chine m'a poussé à devenir artisan, parce que dans tous les travaux que j'ai dû faire, j'ai dû comprendre les matières, comprendre les artisans. Et donc j'ai passé ma vie à poser des questions, en fait, pour comprendre. Et à pratiquer moi-même, pour mieux comprendre encore. Et donc c'est comme ça que je suis devenu quelque part artisan, en travaillant l'acier et donc la forge. Et donc connaître les aciers, travailler dans la céramique, la terre, et donc les cuissons, etc., etc., etc. Sicuramente Marco Polo può essere un modello delle relazioni tra Europa e Cina anche in un futuro, perché comunque è una persona positiva, è una persona che ha portato ricchezza e conoscenza reciproca. Non ha mai avuto intenti bellicosi o negativi, ma sempre pacifici e commerciali. Quindi io sono sicuro che la figura di Marco Polo possa essere il punto di legame tra Europa e Cina anche nel futuro. We're here in the harbor of Antwerp that connects us to the rest of the world, the place that inspires me to taste flavors of the world and to travel to places like China. Au début de ma carrière, je n'ai pas du tout perçu l'importance de l'influence chinoise, et puis de ces relations diplomatiques si particulières. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert maintenant il y a une quinzaine d'années. Et du coup, j'ai un autre œil sur les œuvres, j'ai un autre œil sur le château. J'appréhende les choses différemment maintenant, grâce à cette découverte, je pense. Et je l'ai dit plusieurs fois à certains de mes jeunes collègues, regardez aussi la Chine et allez-y, imprégnez-vous de ce que vous pourrez voir parce que vous comprendrez mieux certaines choses. Je travaille sur des projets chinois en Europe et c'est des projets européens en Chine. Et quelque part, on est encore trop peu à faire ce genre de passerelle entre les mondes. Et c'est important qu'il y ait davantage de jeunes pour créer ces liens entre la Chine et l'Europe. On a besoin de ces relations, on a besoin de ces diplomates culturels ou diplomates professionnels pour valoriser l'une et l'autre culture et pour leur permettre de mieux se comprendre. Parce qu'il y a tellement de gaps, il y a tellement de différences entre les cultures qu'il faut s'armer de jeunes passionnés par les deux cultures. Villeneuve-sur-Lot, c'est peut-être la ville qui m'a choisi. De retour de Chine, je me suis dit, tiens, réinstallons-nous quelque part en France, dans le sud-ouest, dans un endroit charmant comme ici. Moi, ce qui me faut de toute façon, c'est de la tranquillité pour créer. Et là, j'ai trouvé une maison idéale avec un grand jardin autour, une pièce où je suis bien et où je peux imaginer recréer des mondes, les détruire, animer des armées et faire tomber des personnages amoureux.